Je voudrais commencer par adresser des remerciements à Jean-Claude Dion, organisateur de ce cycle de conférences autour de Sarah Bernard, icône de la Belle Époque, ainsi qu'au comité d'histoire de la ville de Paris et au Petit Palais qui nous accueille. Merci pour cette invitation. Merci de me permettre de m'exprimer aujourd'hui à mon tour dans cet amphithéâtre, à la suite des valeureuses conférencières et valeureux conférenciers qui se sont succédés ici et qui, depuis l'ouverture de l'exposition, ont pu faire valoir sur les sujets les plus variés tout l'intérêt et les 1000 ressources qu'offre l'étude de la trajectoire hors du commun de Sarah Bernard. Cette trajectoire, on le sait, est remarquable à bien des égards par sa longévité, puisque Sarah Bernard, née un peu avant le mi-temps du siècle, en 1844, mène sa carrière d'actrice depuis son entrée au conservatoire en 1860 et ses débuts tumultueux à la Comédie-Française en 62, jusqu'à sa mort, après la Première Guerre mondiale, qu'il accueille en 1923, à l'âge de 80 ans, en plein tournage du film La Voyante de Mercanton et Abrams. Une vie et une carrière d'exception, sans nul doute, qui constitue un promontoire de choix pour qui souhaite étudier l'histoire du théâtre au XIXe et la place que le théâtre occupe dans la société française, les évolutions du statut des comédiens, pour qui s'intéresse aussi à l'histoire des femmes et à celle de leur émancipation. Vie au long cours, tumultueuse, qui s'inscrit dans l'histoire politique et sociale de la France, une histoire complexe, mouvementée, où se succèdent différents régimes politiques, le Second Empire, la Troisième République, une histoire marquée par les traumatismes collectifs de la guerre de 70 contre la Prusse, celui de la guerre civile au moment de la Commune, celui de la Première Guerre mondiale, etc. Tout cela, Sarah Bernard l'a vécu avec intensité, en partageant les préoccupations de ses contemporains, en s'illustrant à travers toutes sortes d'actions publiques qui la montrent tantôt en héroïne patriote, tantôt en artiste scandaleuse. Ses très nombreux voyages aussi en Europe, aux États-Unis, à travers le globe, contribuent à élargir la perspective, la faisant évoluer dans d'autres espaces-temps et d'autres histoires, participant à un effet d'accélération qui semble la propulser ainsi à toute vitesse dans le XXe siècle du phonographe, du cinéma, de l'automobile et de la guerre technologique. Bref, un territoire très vaste et tant de sujets possibles, j'en ai bien conscience, parmi lesquels, forcément partiel, celui que j'ai choisi de traiter aujourd'hui. Sarah Bernard, une actrice engagée, point d'interrogation, des Mauvais Bergers d'Octave Mirbeau, à la Théroigne de Méricourt de Paul Hervieux, Sarah Bernard et la politique au théâtre. Républicaine, patriote, féministe, comme elle s'en est souvent prévalue, la comédienne s'est fait remarquer par certaines interventions, je viens de le dire, dans la vie publique, notamment en période de guerre. La fameuse ambulance du théâtre de l'Odéon, dans le Paris assiégé de 1870, où elle devient infirmière. Sa participation au Théâtre des Armées en 1916 et ses engagements multiples durant la Grande Guerre. Mais Sarah Bernard était avant tout comédienne et artiste. Et c'est d'abord dans et par le théâtre qu'elle pouvait agir, qu'elle a voulu agir et qu'elle a compris qu'elle pouvait gagner les moyens d'agir autrement, en changeant les règles du jeu et en devenant son propre maître. Dans cette perspective, on peut envisager l'étude de son répertoire un peu autrement aussi et de manière différenciée, en faisant certes la part des contraintes et des aléas liés aux réalités commerciales et matérielles du théâtre, en considérant un peu, mais pas seulement, le verdict des succès et des échecs, mais surtout en prêtant aussi à la comédienne des intentions concertées et des décisions d'artiste, en repensant les termes de son agentivité, si vous m'autorisez le choix de ce néologisme commode, qui convient pour mieux apprécier l'exemplarité de son parcours et la réalité d'une émancipation. Ainsi, au regard de ses préoccupations, certains de ses choix théâtraux apparaissent-ils plus audacieux ou plus périlleux que d'autres, comme en témoignent, selon moi, Les Mauvais Bergers d'Octave Mirbeau et La Théroigne de Méricourt de Paul Hervieux. Deux pièces de combat qui interrogent l'une et l'autre la radicalité révolutionnaire et la violence sociale et politique. D'une part, une pièce anarchiste qui dénonce l'aliénation du prolétariat contemporain à l'ère du capitalisme industriel et met en scène les contradictions et le cynisme du patronat en donnant le spectacle de l'écrasement violent d'une grève. D'autre part,
une pièce historique à grand spectacle qui s'empare de la figure méconnue d'une héroïne de la Révolution, de fort mauvaise réputation tout au long du XIXe siècle, pour en faire le point focal et synthétique d'une grande fresque sur la Révolution française dont le projet ambitieux et intenable probablement est de tenter de produire un drame national susceptible de rassembler les citoyens de la République autour de l'héritage problématique de la Révolution. J'ai choisi de parler de ces deux spectacles dans le cadre de cette conférence parce qu'ils sont insuffisamment considérés à mes yeux dans l'étude du répertoire de l'actrice et demeurent toujours dans l'ombre des grands titres et des grands succès, peu étudiés, parfois même pas cités. Or, ils se situent tous deux à un moment charnière de la trajectoire de Sarah Bernhardt. Elle dirige successivement alors deux théâtres importants. Le théâtre de la Renaissance, qu'elle a acheté puis revendu, le théâtre des Nations, qu'elle va louer à la ville de Paris et rebaptiser de son nom. Et puis ces deux spectacles prennent place dans une période politiquement troublée, celle de la deuxième manche de l'affaire Dreyfus, si j'ose dire, en marche vers la révision du procès de 1994 et riche en rebondissements. Bref, pour le sujet qui m'intéresse ici, celui des engagements de Sarah Bernhardt, ces deux spectacles ont comme point commun d'être des spectacles de combat et de conviction, dans lesquels Sarah Bernhardt s'est particulièrement investie. À 5 ans de distance, ils étaient associés dans son esprit, liés l'un à l'autre de manière décisive. Et, last but not least, ils sont le fruit de collaborations littéraires et artistiques qui méritent d'être commentées, permettant d'inscrire la comédienne dans un réseau, sinon d'amitié, du moins d'intérêt solidaire, et à tout le moins de la situer à ce moment-là dans une mouvance qu'il est permis d'identifier comme celle de la République progressiste et sociale. Mais je voudrais tout d'abord commencer par un petit florilège emprunté à ma double vie, dont je souhaite dire deux mots. Ma double vie, ou le texte de ses mémoires que Sarah Bernhardt publie en 1907, qu'elle a commencé à concevoir et dicter précisément dans la période qui m'intéresse. Un texte difficile parce qu'il est à la fois très intéressant, mais jamais fiable, rétrospectif, écrit à distance des événements. Il est rempli d'inventions et d'oubli. Il est décevant parce que l'actrice arrête son récit dans les années 80 et qu'il y a également beaucoup de non-dits. Frustrant et passionnant parce qu'elle ne cesse d'y construire sa légende, dira-t-on, ou plus justement sans doute, elle ne cesse de s'y justifier, d'être ce qu'elle est et ce qu'elle veut être. On rêve d'une édition commentée et dotée d'un apparat critique digne de ce nom de cet ouvrage qui permettrait de mieux le situer et en apprécier l'intérêt. Je cite quelques exemples. Le mois de septembre, à peine né, devint maudit. Son premier cri de guerre fut étouffé par la main brutale et lâche du destin. 100 000 hommes, 100 000 Français durent capituler, et l'empereur des Français dut remettre son épée au roi de Prusse. Ah, le cri de douleur, le cri de rage, poussé par la nation entière. Nul ne peut l'oublier. Il s'agit de la guerre de 70. Et puis, encore cette phrase. « Quoique je sois très républicaine, j'aimais l'empereur Napoléon III. Il a été trop confiant, mais bien malheureux. » Et puis encore ceci à propos de son choix de rester à Paris. « Je me croyais utile à Paris. Utile à quoi? Cette croyance était stupide, mais elle était mienne. Je pensais que tous les êtres valides, et malgré ma faiblesse, je me sentais valide, non sans raison, je l'ai prouvé depuis, devaient rester dans Paris. Et j'étais restée sans savoir ce que j'y ferais. Cependant, la défense s'organisait. Je résolus d'employer mes forces et mon intelligence à soigner les blessés. » Fin de citation. Et puis encore celle-ci. « Je ne puis évoquer ces heures terribles sans une profonde émotion. Ce n'était plus la patrie en danger qui me tenait les nerfs en éveil, mais les souffrances de tous ces enfants, ceux qui se battaient là-bas, ceux qu'on nous apportait fracassés ou mourants, ces nobles femmes du peuple qui faisaient la queue des heures et des heures pour recevoir le morceau de pain, de viande, le pichet de lait nécessaire à nourrir les pauvres gosses. Ah, les pauvres femmes! Je les voyais des fenêtres du théâtre,
Je les voyais se serrer les unes contre les autres, bleuies par le froid, tapant les pieds pour ne pas les laisser geler, car cet hiver fut le plus cruel qu'on eût eu à subir dans une période de 20 années. Bien souvent, on m'amenait une de ces silencieuses héroïnes, évanouies de fatigue ou prises de congestion subite, occasionnée par le froid. Bien souvent, j'envoyais Guillaume, notre infirmier, les réconforter avec un peu d'eau de vie. Ah, que de souffrances n'ont-elles pas enduré ces mères désolées, ces mères craintives, ces fiancées inquiètes, et combien on excuse leur révolte, de la commune même leur folie sanguinaire. Fin de citation. Et on pourrait citer 1000 exemples comme celui-là où on entend les accents humanitaires et l'empathie de Sarah Bernard qui dit son horreur de la guerre, qui s'insurge contre la peine de mort, qui s'y déclare patriote, implacable. On sait qu'elle refusera pendant très longtemps d'aller se produire en Allemagne. Elle ne le fera qu'à l'automne 1902, juste avant la représentation de Théroigne de Méricourt. Donc, difficile de s'y retrouver dans ce texte qui se donne comme l'expression même de sa sincérité et qui en même temps n'est pas dénué de contradictions ou même de palinodies. Elle joue aussi en actrice également. D'ailleurs, à ce propos, n'écrit-elle pas dans ses mêmes mémoires ceci à propos de la feinte et de la plasticité du jeu de l'actrice: le comédien doit se rendre le plus attrayant possible, fût-ce avec le secours des phares, des barbes postiches, des petits toupets. C'est un lapsus fâcheux. Des petits toupets. S'il est républicain, il doit soutenir avec chaleur et conviction des théories royalistes, et s'il est conservateur, des théories anarchistes, si tel est le bon plaisir de l'auteur. Fin de citation. Alors, deuxième point que je voulais aborder avant d'en arriver à mon sujet, et qui me paraissait une évidence et qui s'est avéré plus épineux que prévu, celui de la question de la Marseillaise de Sarah Bernard. J'avais le sentiment que Sarah Bernard, durant toute son existence, était comme enguirlandée de toutes sortes de Marseillaises. La presse, quand elle évoque ses voyages aux États-Unis ou ailleurs, ne cesse d'évoquer des accueils avec Marseillaises, etc. Lors de ses tournées à l'étranger, les journaux bruissent de cette rumeur. Et pour moi, cela me paraissait comme une évidence que chanter, ou plutôt non, déclamer la Marseillaise sur la scène était inscrit dans le gestus de la comédienne au XIXe siècle, depuis Rachel et la Deuxième République, dans cette tradition aussi que Sarah Bernard s'invente, elle qui admire l'actrice Rachel par-dessus tout et rêve de la surpasser dans l'art de dire les vers sur la scène. Rachel, je vous le rappelle, a déclamé une Marseillaise célèbre le 6 mars 1948, à la fin d'une représentation d'Horace à la Comédie Française, devenue Théâtre de la République, dans la robe blanche de Camille. Cet événement a été amplement commenté à l'époque, notamment par Théophile Gautier, et à partir de là, son public la lui a réclamé 40 fois avant son départ en congé. Selon Balzac, Rachel était l'âme de la Révolution. Selon un journaliste de l'époque, elle était la première républicaine de la République de France. En fait, c'est l'acteur Édouard Brindeau qui, quelques jours auparavant, a eu cette idée, non pas de chanter, mais de dire la Marseillaise avec un livret sur la scène de la Nouvelle République. Rachel, elle, n'avait pas spécialement pris d'engagement politique républicain et concevait cette Marseillaise comme un beau rôle, mais il lui a en quelque sorte collé à la peau, et la légende est restée, comme l'atteste cette très belle image, cette gravure d'Adolphe Menu. Et puis, il y a la Marseillaise des débuts de la Troisième République. Et cette Marseillaise-là, ce n'est pas celle de Sarah Bernard, c'est celle de d'Agar, Léonide Charvin, dite Madame Agar, qui fut à la fois la camarade et la grande rivale de Sarah Bernard dans ses premières années à la Comédie Française. Elle a 10 ans de plus que Sarah Bernard. Elle a une trajectoire remarquable de tragédienne. Elle a commencé dans des cafés-concerts, puis au Théâtre Beaumarchais en 1959. Elle a reçu des leçons de diction d'Achille Ricourt, qui lui a fait valoir que toutes les tragédiennes depuis Rachel portent un nom biblique, et il l'a rebaptisée Agar, du nom de la servante égyptienne de Sarah, la femme d'Abraham.
Elle entre à l'Odéon en 62 et joue une Phèdre mémorable. Et à partir de là, tous les grands rôles tragiques. Et c'est elle que l'on qualifie de nouvelle Rachel. En 69, elle crée le rôle de Sylvia en face de Sarah Bernard Zanetto dans Le Passant de François Coppée, un acte en vers qu'elles jouèrent plus de 100 fois et où elles lièrent leur sort dans cette nouvelle célébrité. À la fois, encore une fois, camarade et rivale. C'est Mademoiselle Agar, ou Madame Agar, elle, qui a chanté une Marseillaise de légende le 18 ou le 20 juillet 1870 sur la scène de la Comédie Française. Et puis le 6 août, au bénéfice de la Caisse des secours et dons patriotiques pour les blessés de l'armée fédérée. Elle participera à des concerts en faveur des veuves et des orphelins de la commune, et ce fait lui portera un préjudice non négligeable pour le reste de sa carrière. Elle sera renvoyée de la Comédie Française en 72 et même réintégrée de temps à autre, n'y sera jamais sociétaire. Elle n'est pas spécialement persona grata dans les années 80 sur la scène parisienne. Et de fait, je n'ai pas trouvé beaucoup de Marseillaises officielles dans ces années. Alors, je vous avais indiqué ici un texte intéressant de Théophile Gautier qui évoque l'effet Agar après l'effet Rachel, attestant donc que la Marseillaise des débuts de la Troisième République, c'est celle d'Agar, de Madame Agar. Et puis, il y a celle à venir de Sarah Bernard, celle qui n'arrive pas. Et là, je voudrais vous soumettre ceci, que j'ai intitulé donc à la recherche de la Marseillaise de Sarah Bernard, la construction d'une légende. Il s'agit d'un texte qu'on trouve dans la biographie de Louis Verneuil, publié au début des années 1940. Louis Verneuil, qui était le mari de la petite fille de Sarah Bernard. Louis Verneuil, qui écrit un texte absolument invraisemblable, où il construit littéralement le mythe de la Marseillaise de Sarah. Quelques instants plus tard, l'orchestre ayant attaqué avec éclat les premières mesures de l'hymne national, le président de la République se leva, aussitôt imité par toute la salle. Alors, tout à fait à son aise, Sarah Bernard parut, un drapeau à la main, et lentement s'avança jusqu'au milieu de la scène. Le public qui s'attendait à voir paraître Agar l'avait aussitôt reconnue. Ce fut d'abord un moment de stupeur. Toute l'assistance surexcitée chuchotait « Sarah Bernard, Sarah Bernard ». Le chef d'orchestre, abasourdi, la regardait, oubliant de battre la mesure. Puis, par déférence pour le président, les murmures cessèrent. Alors, ayant volontairement attendu quelques secondes durant lesquelles régna un silence de glace, Sarah Bernard, à mi-voix, presque sans timbre, mais avec une intensité prodigieuse, commença lentement à détailler les vers simples et sublimes. En un instant, les 3000 spectateurs de l'opéra sentaient une émotion indicible les étreindre à la gorge. Jamais Sarah, rien qu'en disant quelques strophes que tout le monde savait par cœur, n'avait brûlé d'une telle flamme, dégagé une puissance aussi surhumaine. Lorsque pour la dernière fois elle lança le refrain, toutes les femmes pleuraient, beaucoup d'hommes aussi essuyaient une larme, l'assistance entière était positivement bouleversée. Enfin, sur les derniers mots, Sarah s'éleva aussi haut qu'elle le put, le drapeau qu'elle tenait dans sa main droite. Il se déploya largement derrière elle et ses deux bras levés vers le ciel, elle resta là, immobile, toute blanche, devant les 3 couleurs françaises. Ce furent un enthousiasme indescriptible. Cet extrait que je viens de vous lire se situe dans un ensemble de plusieurs pages, un récit totalement romanesque où il est raconté que Sarah, qui est alors en tournée à Londres, revient subrepticement à Paris, ourdit un complot avec la domestique d'Agar pour lui faire croire que son amant préféré l'attend à Tours, ne prévient personne et se présente sur la scène du gala du 14 juillet à l'Opéra pour chanter sa Marseillaise en disant « Et cette Marseillaise, je la chanterai ». Alors je dois vous dire toute ma perplexité devant cet événement. J'étais sûre et certaine qu'il existait une Marseillaise officielle de Sarah Bernard dans ces années. J'ai cherché, je me suis arraché les cheveux devant Retro News, qui est la base de données de Gallica assortie d'instruments de recherche tout à fait compétitifs. Si j'ai bien cherché,
aucune source journalistique ne rapporte un tel événement, qui aurait dû quand même, et à juste titre, d'effrayer la chronique. Aucun document, aucun témoignage fiable. Et ce récit est répété de biographie en biographie, sans jamais une note de bas de page. Ce qui me laisse penser qu'il s'agit d'un magnifique apocryphe perpétué par Sarah elle-même. Il faut dire que l'histoire est trop belle, qui entre parfaitement dans le roman personnel de Sarah, en disant long sur son rapport à la République, à la célébrité, et aussi à ses rivales. Quel fantasme, celui de pouvoir se substituer à Agar et surpasser Rachel pour incarner le nouveau régime républicain, enfin établi après les 10 années fragiles de la République conservatrice des années 70. Donc, je dois formuler l'hypothèse, et il a été corroboré par la conférence extrêmement intéressante et très convaincante que j'ai entendue il y a quelques jours de Madame Chantal Meyer-Plantureux sur Sarah Bernard et la question juive. Non, Sarah Bernard n'a pas prêté son concours à l'exécution de l'hymne national le 14 juillet 1880. Fête nationale célébrant à partir de cette date, je vous le rappelle, l'anniversaire de la prise de la Bastille et celui de la fête de la Fédération. Elle n'a pas subrepticement remplacé Agar lors de la cérémonie officielle donnée à l'Opéra le 14 juillet 1881 en présence du président Jules Grévy pour célébrer l'anniversaire du retrait des troupes prussiennes. Et elle n'a pas non plus proféré la Marseillaise sur quelques scènes officielles le 14 juillet 1889, ni dans quelques autres cérémonies du centenaire de la Révolution. Contrairement, encore une fois, à ce qu'on lit dans beaucoup d'ouvrages encore, et même sur certains sites officiels de notre République actuelle, par exemple sur le site de l'Assemblée nationale, à propos de la Marseillaise. Les Marseillaises qui sont récitées au Théâtre de l'Odéon ou à la Comédie Française dans ces années, et plutôt dans les années, au début des années 90, pas tellement avant, ces Marseillaises le sont par Madame Segon-Weber, Madame Julia Barthé ou Mademoiselle Dudley, qui a remplacé Sarah Bernard à la Comédie Française. Je passe un peu. Pour ce qui concerne Sarah Bernard, j'ai cherché, quand elle est conviée à une cérémonie un peu officielle, en 93 par exemple, ce n'est pas la Marseillaise qu'elle récite, mais une scène de la Jeanne d'Arc de Barbier, ou alors des vers d'Haraucourt ou de Victor Hugo. Et j'ai vraiment cherché. Elle aurait dû peut-être dire la Marseillaise sur la scène de son théâtre après 1900, dans le cadre d'une cérémonie donnée pour des soldats blessés au Maroc. Mais apparemment, elle s'est fait porter pâle au dernier moment et elle ne l'a pas dite. Et j'ai trouvé une trace le 23 avril 1907, lors de la fête de la chanson française au Trocadéro, où là, enfin, la Marseillaise est déclamée par Mme Sarah Bernard, M. Mounet-Sully et Mademoiselle Madeleine Roch. La seule Marseillaise que j'ai trouvée, je l'ai trouvée en fait dans le journal de Reynaldo Hahn, republié récemment chez Gallimard. Reynaldo Hahn, pianiste, chanteur, grand ami de Sarah Bernard, il écrit ceci: dimanche 14 juillet, on dit en 1901, représentation gratuite de l'Aiglon, divers épisodes, dîner avec Sarah chez Rostand. On me demande de chanter et comme je le refuse, Sarah dit en feignant d'être vexée « Oh, moi je n'insiste pas, il ne veut jamais chanter devant moi parce que je ne suis pas assez musicienne. » Alors je me mets au piano. Je passe. Comme c'était le 14 juillet, j'ai terminé par la Marseillaise qui a mis le feu aux poudres. Sarah, le buste dressé, une main levée, scandait le rythme du pied, de la tête, subissant tout entière le magnétisme du vieux chant. Si beau. Marchons, marchons, murmurait-elle, parlant le refrain, tandis que je le chantais. Fin de citation. Bon, ce n'est pas du tout le lieu de me lancer dans cette enquête sur la Marseillaise qui m'a, encore une fois, fort troublée. Mais honnêtement, quand on regarde la presse des années 70 et du début des années 80, la Marseillaise sent le soufre. La Marseillaise a été chantée pendant la Commune. La Marseillaise a accompagné les exactions de la terreur. Et de nombreux journalistes et chroniqueurs dans les journaux ne cessent de le rappeler avec acrimonie. Et beaucoup sont fort furieux qu'en 1979, la Nouvelle République décide de réactiver un décret de 1795 pour faire de la Marseillaise l'hymne national de la République.
Bon, fin momentanée de l'enquête. Alors, je voudrais maintenant, avant pour faire une nouvelle introduction à mon sujet, ou une troisième introduction à mon sujet, simplement vous lire, relire avec vous cette lettre que tout le monde connaît, dont le texte figure dans... non, c'est pas ça, pardon. Dans l'exposition que vous êtes allés voir, que vous irez voir. Il s'agit de la très belle lettre que Sarah adresse à Émile Zola le 14 janvier, le lendemain de la publication de son J'accuse dans l'Aurore. Laissez-moi vous dire, cher grand maître, l'émotion indicible que m'a fait éprouver votre cri de justice. Je ne suis qu'une femme, et je ne peux rien dire, moi. Mais je suis angoissée, je suis hantée, et votre belle page d'hier a été pour ma réelle souffrance un réel soulagement. Je voulais écrire à Scheurer-Kestner, c'est le vice-président du Sénat, qui a décidé de suivre le chemin d'une révision du procès de Dreyfus. Je voulais écrire à Scheurer-Kestner pour le remercier au nom de l'humanité. Mais sachant que tout est crime en ce moment pour cet homme admirable, je me suis dit que si une artiste, que dis-je, une actrice était surprise en dévotion de son acte si courageux, on se servirait de cette découverte pour l'accabler. À vous que j'aime depuis si longtemps, je dis merci, merci de toutes les forces de mon intention douloureuse qui me crie « il y a crime, il y a crime ». Merci Émile Zola, merci maître aimé, merci, merci au nom de l'éternelle justice. Voilà pour cette lettre donc très connue. 2 mots seulement. Louis Verneuil, toujours lui, perpétuant une autre légende à laquelle Sarah tenait probablement, prétend que Sarah se serait rendue chez Zola pour le convaincre de prendre le parti de Dreyfus et de s'engager publiquement dans la presse. Bon, ceci est vraisemblablement faux. Zola a été approché bien plus tôt par des Dreyfusards militants de la première heure, notamment par Bernard Lazare. Mais Sarah Bernard entretenait des relations d'amitié étroites avec Zola, qui la défend depuis les années 1880. Et après tout, pourquoi ne pas croire, en tous les cas, à des discussions entre eux sur le sujet. Cette lettre est magnifique aussi, et je voulais simplement vous la faire réentendre, parce qu'on entend bien le « je ne suis qu'une femme », à quoi elle rajoute « et je ne suis qu'une actrice », et à quoi il faudrait rajouter, elle ne le dit pas, mais tout le monde le pense très fort, et parce que je suis juive, je ne peux pas prendre parti, et merci Émile Zola, de me représenter ainsi publiquement. Voilà donc pour ma troisième introduction, et je voudrais maintenant en venir aux 2 pièces qui m'intéressent. Tout d'abord, donc, les Mauvais bergers d'Octave Mirbeau, créé donc le 14 décembre 1897 et représenté, joué jusqu'au 18 février 1998 sur la scène du théâtre de la Renaissance, à l'époque où Mirbeau est déjà un Dreyfusard convaincu. Et il s'en entretient pendant toute la durée de cette production et pendant sa préparation, il s'en entretient régulièrement avec Sarah. Le J'accuse de Zola, de fait, est concomitant de la production des Mauvais bergers. Cette pièce, dont la réception est déjà particulièrement houleuse à cause de son sujet. Il y a beaucoup de tapage lors des premières représentations. On crie « Vive l'anarchie », etc., etc. Climat que le rebond de l'affaire et les prises de position de Mirbeau et celles de Sarah Bernard vont rendre intenables, contraignant le préfet à faire suspendre un temps les représentations, puis Sarah Bernard à en arrêter purement et simplement les représentations en janvier. Dans le premier numéro de la nouvelle revue mensuelle illustrée par la photographie de Joyan et Manzy, le théâtre, en janvier 1998, en tête du dossier consacré à la pièce, où se trouve également un article dithyrambique de Jules Huret, dont je reparlerai tout à l'heure, on peut lire ce texte curieux, le texte curieux d'une lettre ouverte que Sarah Bernard adresse à la rédaction concernant sa collaboration avec Octave Mirbeau. Vous me demandez, cher monsieur, quelques lignes sur monsieur Mirbeau. L'écrivain est fort, l'homme est un tendre. Pardon, l'écrivain est un fort, l'homme est un tendre. C'est un être droit, loyal, qui doit souffrir quelquefois des écarts de sa plume. Je crois qu'il est appelé à une magnifique carrière comme auteur dramatique, et ce nous sera une grande joie, à nous autres comédiens qui n'avons pas oublié son injuste et violente attaque contre les comédiens,
Ce nous sera une grande joie de sceller le pardon de ces injures par un témoignage public de notre admiration pour son talent et de notre dévouement pour son œuvre. » Fin de citation. Octave Mirbeau, le romancier satiriste et polémiste, auteur de romans sulfureux, antimilitaristes, anticléricaux, Le Calvaire, l'Abbé Jules, Sébastien Roch, est surtout identifié ici par Sarah Bernhardt dans sa lettre comme l'ancien rédacteur de la petite revue satirique Les Grimaces, qui a été fondée par Octave Mirbeau et qui a duré quelques mois, entre 83 et 84, versant dans l'antisémitisme et attaquant de manière extrêmement violente les comédiens. Ce qu'il a fait aussi dans un article du 26 octobre 1882 dans Le Figaro, dans un texte au vitriol intitulé « Le comédien », où il traite les comédiens d'êtres inférieurs, où il les désigne comme l'une des causes et l'un des symptômes des décompositions contemporaines. Coquelin prendra la plume pour ferrailler avec Mirbeau contre cet article. Ces attaques ont laissé des traces, mais Mirbeau s'est tout de suite amendé et repenti de ce qu'il présentera comme des orientations fautives de sa jeunesse. Et de fait, dès ces années, il a aussi immédiatement, après, très activement pris la défense de Sarah Bernhardt, après avoir découvert le livre signé par Marie Colombier, une camarade comédienne de Sarah Bernhardt, maltraitée supposément par Sarah pendant sa tournée américaine et qui s'est très cruellement vengée d'elle, dans un roman qui est un véritable pamphlet, les mémoires de Sarah Barnum, préfacé par l'écrivain Paul Bonnetin et probablement coécrit par lui, véritable pamphlet d'un antisémitisme d'une telle virulence, d'une telle bassesse, d'une telle saleté, qu'il a poussé Mirbeau à en dénoncer le contenu dans la presse, un crime de la librairie, dit-il, en même temps qu'il s'est battu en duel, pour cette raison, avec Bonnetin. Il s'est alors rapproché de Sarah Bernhardt, entretenant dès lors avec elle des relations de respect et d'amitié. Et il ne cessera de revenir sur ses premiers écrits en se repentant de ce qu'il avait pu écrire contre les Juifs, écrivant en décembre 1898, par exemple, « L'antisémitisme, ce n'est pas une doctrine, c'est la forme la plus hideuse du banditisme et de l'assassinat. » Fin de citation. Lorsque Lucien Guitry, qui jouera le rôle de Jean Roule, l'apôtre anarchiste dans la pièce d'Octave Mirbeau, a apporté le texte de l'écrivain à Sarah Bernhardt, l'actrice a été conquise, touchée au cœur par la violence et l'âpreté de la tragédie prolétarienne composée par Mirbeau. Et elle s'est lancée passionnément dans l'aventure d'un spectacle qu'elle assume comme directrice du Théâtre de la Renaissance, comme metteuse en scène et comme actrice. Mirbeau, qui ne sera pas très fair-play par la suite, des années plus tard, en reprochant à l'actrice de l'avoir prise au piège du théâtre bourgeois, salue pourtant à l'époque la passion qu'elle a mise dans la réalisation du spectacle, écrivant à l'un de ses correspondants, je cite, « Elle comprend tout. Et en retour, elle me fait comprendre mon œuvre. Elle a su incarner mon héroïne avec tant de vérité. » Fin de citation. Et lorsqu'il publie le texte, pendant la production de la pièce, lorsqu'il publie le texte chez Charpentier, il le dédie à Madame Sarah Bernhardt en hommage de reconnaissance et d'admiration. À propos de cette pièce, de cette tragédie prolétarienne de Mirbeau, il faut souligner ici l'importance qu'a exercé sur Mirbeau le travail d'enquête extrêmement fouillé qu'a mené le journaliste Jules Huret, journaliste pratiquant de manière moderne l'interview. Le travail d'enquête très fouillé, intitulé « Enquête sur la question sociale », qu'il a publié en volume en 1897, mais qu'il a publié dès 1992 dans Le Figaro sous la forme de feuilleton. Le journaliste, à la suite de la fusillade de Fourmy, s'est lancé dans cette enquête avec l'ambition de dresser le tableau pluriel de la condition ouvrière à l'ère du capitalisme industriel, s'intéressant notamment à la sidérurgie et au textile. Il a décrit la condition ouvrière, il a été interviewé un certain nombre de gens, donnant la parole à des leaders socialistes et syndicaux et à des patrons.
Mirbeau y a puisé à pleine main le sujet de sa pièce et le matériau notamment de ses dialogues du deuxième acte qui mettent en scène la bourgeoisie, les industriels et les financiers et des arguments assez odieux ou cyniques que la presse a beaucoup reproché à Mirbeau en parlant de caricature, Mirbeau répondant qu'il les avait tout simplement extraits de l'enquête de Huré. La pièce est intéressante, elle est librement liée à l'actualité, elle prolonge le geste de Zola, du Germinal de Zola, dont l'adaptation théâtrale, vous le savez, a été interdite dans les années 80. Elle évoque, elle se fait l'écho des événements de Fourmis. Elle assume une dimension documentaire réelle par le biais de ce patronage journalistique et en même temps, elle déploie une forme de lyrisme et de symbolisme tout à fait intéressant et qui est personnel, très personnel à Mirbeau. Jules Huré a beaucoup défendu cette pièce. Il en a fait notamment la promotion dans l'Écho de Paris, où il l'annonce avec un titre tout à fait attrayant, Sarah Bernard en guenille. On sent que Sarah Bernard joue dans la pièce pour la première fois de sa carrière le rôle d'une ouvrière et qu'elle y figure en caraco de cotonnade de coton et en robe de laine noire, en racontant tout le soin que Sarah a pris à reconstituer dans ses décors la réalité de la condition ouvrière et de la vie à l'usine, racontant comment elle a fait acheter 400 costumes neufs à la belle jardinière qu'elle a envoyée dans une ville du Nord pour se faire renvoyer en échange de vieux vêtements qui serviront sur la scène, bon, etc., etc., etc. Tragédie sociale nourrie de réalisme et d'une forme de symbolisme qui tient dans son refus à situer la pièce, dans le lyrisme et l'étrangeté aussi du personnage de Madeleine. Le spectacle doit beaucoup à Sarah Bernard, qui tient ce rôle à la perfection. Elle recompose littéralement ce personnage de Madeleine qui n'apparaît que dans 3 actes sur 5, mais qui est véritablement l'âme du drame. Je ne sais plus où j'en suis. Voilà, je vais vous laisser là. Vous voyez une très belle photo du 4e acte de la pièce. Au premier acte, on découvre le pauvre intérieur d'une famille ouvrière. C'est très difficile de raconter cette pièce, on dirait un mauvais mélodrame, alors qu'il s'agit d'un puissant drame social qui aujourd'hui existe toujours dans le répertoire du théâtre du XXe siècle, contrairement à bien des pièces de la Belle Époque. Je referme la parenthèse, tout ça pour vous dire que je la serre mal dans mon résumé, mais c'est juste pour vous donner quelques éléments. Au premier acte, donc, on découvre le pauvre intérieur d'une famille ouvrière, la famille Tilleux, dont la mère est en train de s'éteindre doucement, dont le père est hébété de travail et dont le sort repose désormais sur la fille aînée, vieillie avant l'âge et qui doit s'occuper de ses petits frères et sœurs. Survient alors le trimardeur, Jean Roule, l'apôtre de l'anarchisme dans la pièce, je l'ai dit tout à l'heure, qui vient lui proposer son appui et lui déclarer son amour, tout en exhortant le père à rejoindre le mouvement de grève qui se prépare. Face à cette évocation de la misère ouvrière, Mirbeau campe à la fin de l'acte et dans les suivants le monde du patronat et d'une bourgeoisie sans cœur où seule se détache la figure d'Argan, le patron de l'usine, incapable pourtant de sortir de sa vision paternaliste et d'une gestion, de sa vision figée et d'une gestion paternaliste de ses ouvriers, et de comprendre ou d'essayer de comprendre le geste que lui suggère de faire son fils Robert, qui lui figure l'intellectuel philanthrope, ouvert aux idées de Jean Roule, et qui conjure son père de recevoir les revendications des grévistes qui sont formulées au 3e acte. La journée de 8 heures, sans diminution de salaire, la mécanisation des opérations les plus dangereuses, l'assainissement de l'usine, des conditions de vie décentes, la création d'une bibliothèque ouvrière. Je passerai, quand il s'agira de la réception, sur les ricanements d'une partie de la presse concernant ces revendications. Après la fin de non-recevoir d'Argan et l'impossibilité d'une conciliation, l'action que Mirbeau mène de manière implacable va faire basculer le drame social dans la tragédie, quand le patron se résout à avoir recours à la force et à faire donner
la troupe. Au dernier acte, l'on découvre parmi les cadavres du massacre les corps sans vie de Jean Roule et de Robert qui a voulu s'interposer entre les soldats et les ouvriers. Madeleine, blessée elle aussi, découvre le massacre et meurt à son tour en révélant qu'elle attendait un enfant. Les mauvais bergers. Dans la pièce, c'est le révolutionnaire, l'anarchiste militant qui traite de mauvais bergers les députés socialistes et radicaux, accusés de trahir les prolétaires. Apparemment, Jaurès, de son côté, n'apprécia pas non plus les accents antiparlementaristes de la pièce. Mais au-delà, la pièce désigne aussi implicitement comme mauvais bergers les patrons usiniers paternalistes ou humanitaires, et puis l'apôtre de la révolte lui-même, Jean Roule, qui entraîne dans une violence destructrice et sans avenir les prolétaires aliénés. Et le dramaturge semble ainsi renvoyer dos à dos tous les responsables de la tragédie. Le final tragique de la pièce s'achevant sur un tableau de la mort et de la destruction vaine, la défaite, l'étouffement de l'espoir, et on renforce la leçon pessimiste, se faisant l'expression du nihilisme de son auteur. Dans les Annales du théâtre et de la musique, qui sont un recueil annuel de synthèse, Noël et Stoulig rendent bien compte des réactions très négatives d'une partie de la presse portant sur la question sociale et qui leur a été pénible. Ils disent que Mirbeau a mis dans la bouche de ses personnages tout ce qu'on lit dans les journaux. Ils incriminent une forme de réalisme qui relie de trop près le théâtre à l'actualité. Pour le cinquième acte, ils parlent d'un hideux tableau de cadavres et de sang qui laisse au spectateur une impression de dégoût. Ou encore cette formule, la question sociale est une forêt impénétrable, c'est une pièce atroce et curieuse, pièce étrange et banale, assurément, non pardon, pièce étrange et non banale, assurément, mais vouée au seul succès d'estime. On reconnaît quand même que Sarah Bernard a été admirable dans l'acte de la forêt que vous trouvez ici et qui est très important. Donc Sarah Bernard, au début de la pièce, est quasiment silencieuse, figure le rôle de la jeune Madeleine, jeune fille de 19 ans, accablée elle aussi par la misère de sa condition, mais qui au contact de Jean Roule s'est transfigurée. Et dans cet acte très curieux, dans une forêt, devant un calvaire, avec toute l'ambivalence du symbole, qui peut indiquer d'une part que l'anarchisme, que Jésus est le premier anarchiste, ou alors formuler un mot d'ordre très anticlérical, mais c'est encore une fois très, très ambivalent. Sarah Bernard vole au secours de Jean Roule qui est attaqué par les ouvriers qui veulent arrêter la grève et qui accusent Jean Roule de s'être servi dans la caisse de grève. Et c'est elle qui, littéralement transfigurée, devient la passionnariat de la révolte en prenant en quelque sorte le relais de la figure de Jean Roule dans cet acte. Bon, je passe parce que le temps avance et que je voudrais quand même vous raconter la suite. Ceci donc pour une partie de la presse hostile. En revanche, et curieusement, dans le théâtre, la revue illustrée de Manzy, Jules Huret, qui est un complice et un confident du projet des mauvais bergers et qui se situe lui aussi clairement dans le camp des Dreyfusards, se livre à une présentation dithyrambique de la pièce. Il parle d'un grand succès. Il dit ceci: c'était la violente mainmise d'un artiste sur le cerveau et sur le cœur d'une foule blasée et réfractaire. C'était la vie douloureuse et poignante des pauvres, imposée à la digestion d'égoïstes détonés par la seule force d'un tempérament d'homme, etc., etc. Le plus beau, non c'est là, pardon. Le plus beau, ah oui, voilà le tableau, donc le tableau final qui voit donc amener les blessés et les morts sur le plateau du théâtre. Ce final morbide, un guignol sanglant, dit l'un des journalistes hostiles au spectacle, a été retenu vraiment contre ce spectacle. Et vous y voyez à nouveau Sarah Bernard au centre, qui dénonce et qui va mourir. Le plus beau, voilà deux détails que j'ai voulu vous montrer parce qu'ils vont me servir dans ce qui suit à contester une attribution de tableau.
Donc vous la voyez en noir, devant Jean Roule, alias Lucien Guitry, et puis dans sa dernière tirade du 5e acte. Voilà l'affiche très belle de Louis Malteste, qui tranche avec toutes les affiches de Muchat, Grasset, etc. Malteste était typographe et très proche des anarchistes. Il a fait cette affiche qui reprend donc le tableau du dernier acte et qui est tout à fait magnifique. Et alors je croyais avoir préparé pour vous, voilà, ce texte d'Henri Bauer, critique dramatique, Dreyfusard, qui ne peut s'exprimer comme Dreyfusard dans l'Écho de Paris, où il est critique dramatique, et qui va clairement se servir du feuilleton qu'il consacre à la pièce de Mirbeau pour dire quelque chose et prendre clairement parti à l'occasion de son feuilleton. Ce 5e acte d'émotion torturante et le dénouement logique de cette tragédie sociale, il atteint à l'apogée d'un pathétique de simplicité et de vérité qui, depuis le 3e acte, nous étreint et nous domine. Je n'ai jamais été frappée d'une aussi intense impression, pareillement secouée et bouleversée. Et cette impression ne résulte pas de la nature du sujet et de la violence de l'action. Elle est provoquée par l'idée même, par les intentions d'artiste, par l'éloquence impérieuse de M. Mirbeau, qui font de sa première pièce de théâtre une œuvre intéressante, audacieuse et poignante entre toutes. Certes, je sais ce qu'on pourrait y reprendre d'influence ambiante et extérieure. Je ne me dissimule pas non plus que le verbe d'éloquence peut s'égarer parfois dans la déclamation. Mais je n'ai nulle velléité de réserve sur un ouvrage qui m'émeut et me passionne à ce point. Lors, je suis un peu moins et un peu plus qu'un critique, le héros d'armes qui compte le bon combat et sonne la victoire. J'aime mon auteur comme un fanatique et j'admire absolument sa vaillante action. Et comment ne féliciterais-je pas aussi la directrice de la Renaissance d'avoir monté une pièce si particulière, si nouvelle, que nul directeur de théâtre, parmi les réguliers, n'eût osé assumer, rien de ce qui est artistique ne lui étant étranger, la qualité d'art, d'éloquence généreuse de l'œuvre de M. Mirbeau devait la gagner. On était curieux de voir comment Sarah Bernhardt, princesse des héroïnes, interprétait un rôle de pauvre ouvrière. Que ne peut une artiste un tel génie? Elle se transforme, elle s'appareille aux personnages les plus différents et les plus opposés. D'abord douce et craintive, chétive, ouvrière de ton, de geste et de maintien, elle fut la fille réelle du père Thieu, puis la Madeleine de Jean Roule, enfin l'inspirée frémissante et véhémente, la grande voix d'Apostolat, la vengeresse et la sainte de la révolte et de la misère. Sa mort au dernier acte est l'une des plus grandioses et certainement la plus terrifiante de ses créations. Fin de citation. Et puis ceci encore que l'on lit dans le Sarah Bernhardt de Maurice Rostand, publié aussi des années après. Après la Samaritaine, Sarah crée Les Mauvais Bergers de Mirbeau, où passe un souffle de Jaurès. Et il faut noter ici tout particulièrement que le cœur de Sarah allait hardiment et sincèrement du côté du peuple, et que c'est pour cela que malgré son raffinement et ses étrangetés, ce peuple l'a tant aimé. Fin de citation. Je passe maintenant très vite à Théroigne de Méricourt. Une autre production, donc cette autre production à laquelle je m'intéresse, de Sarah Bernhardt, fin 1902, début 1903. Sarah Bernhardt s'est très passionnément et personnellement engagée dans la création théâtrale du rôle et de la pièce, auquel le combat contemporain et public de l'actrice en faveur de la révision du procès de Dreyfus donne, encore une fois, un écho tout particulier. À ce sujet, voyez, et vous l'apprécierez à propos de la description que je vais vous faire, du spectacle que je vais vous faire dans ce qui suit, appréciez cette déclaration assez remarquable que Sarah fait de sa production théâtrale de Théroigne et Méricourt sur la scène du théâtre Sarah Bernhardt. Ne croyez pas, à cause de tout notre effort pour ressusciter vivante et palpable la Révolution, ne croyez pas que Théroigne soit une sorte de cinématographe historique. C'est toute la Révolution, oui, mais vue à travers un cerveau. Théroigne, c'est l'histoire de la naissance et de la mort d'une âme. L'héroïne est en un sens la Madeleine, celle des Mauvais Bergers. L'héroïne est en un sens la Madeleine de la Révolution. Si je rends ce personnage comme l'auteur l'a conçu, ce sera vraiment une chose extraordinaire.
Alors, je vais aller plus vite sur la présentation de Théroigne de Méricourt, pièce historique à grand spectacle, à la manière de Sardou ou de Rostand, mais pièce en prose, dont un critique dit, à propos d'Hervieux, et c'est pas très gentil, Hervieux a fait en prose pour Sarah ce que Rostand a fait en vers. Et Louis Verneuil, toujours lui, dit que Willy, assez méchamment, aurait prétendu que la pièce ressemble à un drame de Victor Hugo écrit par Jules Renard. Cette pièce, donc, à grand spectacle, est représentée donc, du 23 décembre 1902 jusqu'au 11 avril 1903. Il y aura donc 71 représentations. À propos, tout à l'heure, les mauvais bergers, c'était 38 représentations. 71 représentations. La plupart des ouvrages, à la suite d'un certain nombre de témoignages fautifs, disent que la pièce a été un four et un échec total. Le dossier de réception du spectacle ne dit pas du tout la même chose, et 71 représentations, ce n'est pas beaucoup au regard des 250, puis 400, puis 1000 représentations que l'on compte de l'Aiglon jusqu'en 1914, mais cela ne se balaie pas d'un revers de main. Donc, pièce à grand spectacle, plus de 60 personnages, 200 figurants et 6 grands tableaux qui reconstituent l'époque et le Paris de la Révolution et ont été réalisés par les grands ateliers de décoration de l'époque qui ont le monopole des grands décors pratiquant l'art de l'illusion et de la reconstitution historique. Le personnage historique de Théroigne de Méricourt, tout au long du XIXe siècle, a une aura de scandale, de légende. On l'associe dès l'origine à la figure de l'Amazone. Elle a, notamment à l'époque de la Révolution, réclamé la création d'un bataillon de femmes armées. C'est une figure de fascination et de répulsion qui fait l'objet de constructions mythiques contradictoires. Elle est présentée tantôt comme une femme libre et conquérante, tantôt comme une aventurière déséquilibrée et sans morale. La violence guerrière que lui prête l'histoire toucherait à la folie furieuse d'une Penthésilée, souvent citée au XIXe, et sa fin tragique dans un asile d'aliénés et dans un état de terrifiante démence a contribué durablement à assombrir sa légende. Une légende noire, un véritable mythe littéraire de la terreur au XIXe. On l'associe à la prise de la Bastille, aux journées d'octobre, à un projet d'assassinat de Marie-Antoinette, à la prise des Tuileries en août 92, au massacre de septembre. Tout ceci, l'historiographie de la fin du XIXe et jusqu'à aujourd'hui l'a largement remis en question. Le projet d'un drame consacré à cette figure historique contestée donc de Théroigne de Méricourt était sans conteste audacieuse. Elle a été inspirée à l'actrice et à son dramaturge par plusieurs ouvrages qui ont entrepris une réhabilitation historique du personnage et par les prolégomènes d'une relecture féministe de sa trajectoire, notamment un ouvrage publié en 1900 et très lu à l'époque de l'écrivain socialiste et féministe Léopold Lacour, consacré à, je cite, « 3 femmes de la Révolution, les origines du féminisme contemporain ». Donc 3 portraits, dont celui 3 portraits, 3 études substantielles, dont celui de Théroigne de Méricourt, élaboré dans la lignée des travaux de l'historien Hollard et d'une historiographie scientifique. Je vous rappelle qu'à l'époque, Hollard, enfin depuis 1985, occupait la chaire d'histoire de la Révolution à la Sorbonne. Paul Hervieux, fort de toutes ses lectures et avec une ambition affichée de sérieux historique dont le texte publié de sa pièce témoigne, s'empare à son tour du personnage de Théroigne pour en faire la figure centrale d'une fresque sur l'histoire de la Révolution. Le récit biographique de Lacour y devient le matériau d'une recréation spectaculaire du personnage et de son destin. Et Sarah Bernard, qui tient le rôle principal et a assuré la mise en scène du spectacle, a collaboré de manière décisive à ce projet. Dans le catalogue de vente de la bibliothèque de Sarah Bernard, et je remercie ici Manon Dardenne, conservatrice aux arts du spectacle, d'avoir attiré mon attention sur ce document précieux. Il y a plusieurs ouvrages qui concernent Théroigne de Méricourt et qui sont annotés et qui indiquent que Sarah s'est vraiment documentée sur le sujet pour mettre en scène la pièce au-delà de la création de rôles. Le travail de symbolisation et d'idéalisation qu'accomplit la pièce et le spectacle est visible d'emblée dans le fait que la pièce fait l'économie de la partie aventureuse et légère de la vie de Théroigne,
avec un début in medias res qui saisit le personnage de Théroigne à Vienne en 1791. Elle a été enlevée, et le fait est vrai, en Belgique de manière tout à fait romanesque parce qu'on l'accuse d'avoir à l'époque des journées d'octobre organisé un complot pour assassiner Marie-Antoinette. Ceci est vrai aussi, qu'elle a été, non pas qu'elle soit responsable de ce complot, mais qu'elle a été enlevée pour cela. Elle a été incarcérée en Autriche plusieurs mois, et elle finit par être graciée par l'empereur Léopold Joseph II. Hervieux a imaginé, au début de la pièce, une improbable audience entre l'empereur, qui est donc le frère de Marie-Antoinette, et Théroigne de Méricourt, qui plaide elle-même sa défense. Sa figure de révolutionnaire s'y trouve exaucée, en rappelant la réalité et la vérité de son engagement dans le processus révolutionnaire dès 89 et 90. Après cette manière de prologue, se succèdent du second au quatrième acte 3 épisodes qui évoquent les journées d'août 92, successivement la veillée d'armes aux Tuileries le 9 août du côté de la cour royale, la préparation chez Théroigne de Méricourt de l'assaut qui va provoquer la chute de la royauté et qui apparaît comme une action scellée lors de cette rencontre par les principaux chefs de la Révolution, une occasion de camper toute une galerie de personnages historiques très habilement évoqués par un jeu de références et de mots historiques attestés. Enfin, c'est la prise des Tuileries le 10 août, où la famille royale se voit contrainte d'accepter la protection de l'Assemblée et où se situe le meurtre du libelliste royaliste François Sulot, que Théroigne n'essaie pas d'empêcher. Et c'est le seul meurtre dont Hervieux ne l'exonère pas dans la pièce qu'il a donc composée. Rongé par, vous avez ici un très beau tableau, une très belle photo de la terrasse des Feuillants. La presse est extasiée, là encore, du caractère absolument remarquable de la recomposition, de la reconstitution historique sur la scène, dans un exercice où Sarah excelle, où elle veut littéralement surpasser Victorien Sardou. Je n'ai pas le temps de m'y arrêter. Et je repars donc sur ce résumé de la pièce. Rongée par la culpabilité, hantée par l'image du sang répandu, Théroigne n'est plus que l'ombre d'elle-même dans le 5e acte, où sur la terrasse des Feuillants, à nouveau se déchaîne la violence le 25 mai 1793, et où Théroigne, venue plaider en vain la cause de Brissot et des Girondins, est brutalement flagellée par un groupe de femmes du peuple. Et la légende dit que c'est cela qui l'aurait rendue folle. Le 6e acte de la pièce, le tableau de la Salpêtrière, est le clou de la pièce, celui de la folie de Théroigne. Déplaçant l'action en 1807, le dramaturge y montre l'héroïne déchue, enfermée dans le cabanon des fous. Est-ce que j'ai... Oui, non. Enfermée dans le cabanon des fous. L'abbé Sieyès, dont la pièce a mis en scène l'habile éclipse à l'acte 3, est devenu un membre de la noblesse d'Empire. Et il ressurgit dans l'action, non sans ironie, accompagné de 2 duchesses émoustillées par cette visite chez les fous. Par un effet de mise en abîme habilement ménagé, le final spectaculaire de la pièce consiste en une grande scène fantomatique montrant la démente, hantée par ses visions du passé. Elle y interpelle le trop vivant Sieyès, le rôle était tenu par Desjardins, au nom des idéaux perdus de la Révolution, et elle convoque les unes après les autres les ombres des révolutionnaires morts dans les violences d'une histoire sanglante, héroïque et tragique à la fois. Sur la scène, un cortège de fantômes toujours plus nombreux, ceux de Pétion, de Barbaroux, Camille Desmoulins, Fabre d'Églantine, Chabot, Danton, Robespierre, Collot d'Herbois et beaucoup d'autres, se forment autour de l'héroïne dans un jeu d'apparitions successives, scandées par la parole hallucinée et visionnaire d'une Théroigne littéralement transfigurée, la meurtrière devenant comme l'ange de la Révolution et partie prenante de ce dernier tableau spectral qui réunit toutes les grandes figures des assemblées révolutionnaires, anciens alliés et adversaires, victimes et bourreaux tour à tour, achevant la pièce dans une célébration spectaculaire et équivoque de la Convention.
Ce final grandiose et shakespearien du spectacle fut très admiré et commenté dans la presse lors de la représentation, comparé à juste titre au célèbre tableau des fantômes de Wagram dans l'Aiglon de Rostand, où l'actrice avait triomphé 2 ans plus tôt et dont le souvenir est fixé par un tableau célèbre de Clérin. Finale donc grandiose, parachevant l'exaucement épique du personnage de Théroigne, réinventé par Hervieux et Sarah Bernard, et cette tentative œcuméniquement républicaine d'une interprétation historique de la Révolution, tout à la fois girondine et antithermidorienne. Jusqu'à quel point les contemporains étaient-ils prêts à recevoir cette légende revisitée de la belle liégeoise, transfigurée en sainte laïque et en réconciliatrice potentielle, érigée en figure expiatoire et en symbole de la Révolution? Cette question traverse, de fait, la plupart des commentateurs contemporains du spectacle, dans le rejet, comme dans l'éloge, permettant de saisir les raisons du succès relatif d'une pièce qui ne fut jamais reprise après 1903 et de la forme d'effacement du rôle que l'on constate dans la construction mythographique de l'actrice, qui savait bien que ce personnage ne servait peut-être pas au mieux sa légende. Dès l'année suivante, du reste, et comme pour contrebalancer auprès de son public l'effet de cette périlleuse incarnation, elle commandait à l'académicien Henri Lavaudan et à l'historien G. Lenôtre un monumental Varenne qui sera donné en 1904 sur la scène du théâtre Sarah Bernard, et où elle campait la figure antagoniste et plus rassurante, mais une féministe aussi, c'est ainsi qu'elle la jouait, d'une Marie-Antoinette maternelle, amoureuse et combative. Alors, je vais arrêter là mon texte parce que j'ai assez parlé et conclure en vous montrant des images et en formulant si vous m'y autorisez, et en formulant une hypothèse de réattribution d'un sujet de tableau qui se trouve dans l'exposition. Voilà, je vous ai replacé ici la magnifique affiche de Malteste consacrée, donc, illustrant les mauvais bergers de Mirbeau. Et puis, le tableau de l'exposition que j'ai découvert avec intérêt et un peu de perplexité dans l'exposition. Il s'agirait d'une esquisse de Clérin qui se trouve au musée de Bordeaux, esquisse qui figurait le personnage de Théroigne de Méricourt dans la pièce d'Hervieux. En faisant une petite recherche autour de ce tableau et en me renseignant auprès des conservateurs du musée des Beaux-Arts, j'ai découvert que ce tableau avait été anciennement autrement identifié comme une représentation de Sarah Bernard dans le rôle de Phèdre. Bon. Et puis pourquoi, à propos de Théroigne de Méricourt, il y aurait simplement cette esquisse et rien d'autre? Franchement, je suis prête à prendre le pari qu'il s'agit de l'esquisse d'une affiche pour les mauvais bergers et non pas pour Théroigne de Méricourt. Georges Clérin, dit Jojotte, a été l'amant et puis l'ami, un familier de longue date, très très proche de Sarah Bernard, qu'il a peint sous toutes ses coutures, si j'ose dire, et dont il a promu le travail théâtral et la figure de comédienne. C'est plausible. Et en tous les cas, il y a quelque chose de tout à fait repérable, je trouve, notamment dans le costume. C'est pour ça que je vous ai montré les photos du dossier photographique du théâtre. Pour moi, ça ne fait pas un pli. Je vous montre quand même ici une des nombreuses photos qui ont circulé autour de Théroigne de Méricourt, de l'incarnation que l'actrice a faite du personnage de la célèbre révolutionnaire, et notamment du tableau de la folie, où elle a été particulièrement admirée, portraiturée, on l'a rapprochée de Macbeth, etc. Bon, on peut éventuellement voir une proximité entre cette photo et le tableau de Clérin, mais pas plus que pour d'autres interventions, d'autres incarnations de Sarah dans les rôles de Lady Macbeth, par exemple, dans les années 80 sur le plateau du Théâtre de la Renaissance. Et puis, je vous montre ici quelque chose de beaucoup plus intéressant, qui est la une de l'art du théâtre, une autre vue illustrée, moins connue, un peu plus highbrow, plus intellectuelle que le théâtre de Manzy, qui représente, qui propose un dossier extrêmement substantiel, très remarquable, autour de Théroigne de Méricourt, avec un article signé par Séverine. Je n'aurai pas le temps d'en parler, mais le fait mérite
d'être soulignée comme l'une de ces comment dirais-je, solidarités militantes de l'époque entre Sarah et tout un réseau de gens et de Dreyfusards qui l'entourent. Voici comment Georges Clairin a représenté le tableau du dernier acte de Sarah Bernhardt, l'appel des fantômes de la Convention autour de Sarah. Le tableau est tout à fait étonnant. Voici enfin la Marseillaise, l'image de Sarah au drapeau que j'ai cherché partout et que je n'ai trouvé nulle part, sauf là. Je lance un défi. Cette une est magnifique, elle correspond à une composition de Clairin qui est perdue. Je ne sais pas où est l'original. Je ne l'ai jamais vue, je ne connais que cette image et je la trouve absolument magnifique, extrêmement intéressante à commenter, où l'on voit bien ce que Sarah a essayé d'incarner dans la pièce. Et puis, voici ceci que je vous montre. Là, je dois juste rapidement reprendre mes notes. Il y a un deuxième tableau, une deuxième composition de Georges Clairin, qui n'a pas plus de rapport avec l'esquisse exposée que la précédente. Ce deuxième tableau de Georges Clairin qui existe, j'ai pu le repérer et le retrouver grâce à l'excellent catalogue de l'exposition de 2000 de la BNF consacrée à Sarah Bernhardt et à la mention inexacte dans les termes qu'en a fait Noël Guibert. Grâce à Pierre-Emmanuel Dubois, conservateur aux arts du spectacle, qui m'a aidé à réaliser cette enquête, j'ai pu donc retrouver la trace de ce tableau et je remercie ici publiquement M. Dubois de m'avoir emmené le voir en direct dans les magasins du site de Tolbiac réservés aux collections des arts du spectacle, des endroits où les lecteurs et les chercheurs n'ont jamais le droit d'aller. Et ça a été un moment extraordinairement émouvant. Alors, je n'ai pas le temps de commenter parce que j'ai vraiment dépassé mon temps et qu'il est presque 2h moins le quart, mais je voudrais que vous puissiez apprécier ce tableau disparu, reparu, qui est dédicacé à Madame de Pierrebourg, qui était la maîtresse de Paul Hervieux. Il vivait en union libre avec une femme mariée, séparée, et qui par ailleurs portait le nom de Claude Ferval pour écrire des livres. Ce tableau donc est dédié à Madame de Pierrebourg. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur le mystère des attributions de ces deux tableaux, le tableau disparu qui précède et celui-ci. Toujours est-il que dans la presse de 1903, notamment dans La Vie heureuse, une photo de la loge, une photographie prise dans la loge de Sarah Bernhardt, qui annonce l'entrée dans la loge Sarah Bernhardt de Paul Hervieux, montre ce tableau qui est derrière Hervieux en disant que Sarah Bernhardt vient de donner ce tableau à Sarah Bernhardt. Mystère et boule de gomme. En tous les cas, il est beau et lui aussi présente la dernière scène de la pièce et son final grandiose, donnant à voir une Théroigne moins lourdement allégorisée que dans l'exemple précédent. On voit la cocarde bleu-blanc-rouge tout de même. À droite, les fantômes plus convenus du premier tableau. Et à gauche, les fantômes effigies des conventionnels que l'on peut reconnaître. Ces deux tableaux méritent d'être mieux connus. L'un et l'autre permettent vraiment de mieux comprendre le pari audacieux, encore une fois, et assez intenable, qui était celui d'Hervieux et de Sarah dans leur Théroigne de Méricourt. Voilà, je m'arrête là abruptement en m'excusant de vous avoir tenu un petit peu longtemps sous le feu de mon propos.
On le voit mieux là. Oui. Oui, bonjour. Merci pour la conférence, c'était très intéressant. Je voulais savoir si dans ces engagements, si vous parlez de féminisme, alors c'est peut-être un peu naïf comme question, mais est-ce que le mot féminisme existait déjà à l'époque? Oui, Léopold Lacour était féministe, déclaré féministe, et était un des rares féministes masculins revendiqués. Et il a écrit lui-même plusieurs livres et manifeste sur ce féminisme-là. Et elle se revendiquait aussi en tant que telle, ou ça faisait partie de ses combats et c'était un plus, quoi. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer. Mais... Ce sujet mériterait une autre conférence. Il y a beaucoup de débats entre Sarah Bernard et Séverine à ce sujet. Séverine et Marguerite Durand, dans La Fronde, qui est un journal féministe que vous connaissez, s'intéressaient à Sarah Bernard et à son parcours. Sarah Bernard les a fréquentés. Sarah Bernard a même donné des conseils à Séverine lorsqu'elle est allée faire des conférences ici et ailleurs, parce qu'elle était impressionnée. Moi aussi, j'aurais besoin des conseils de Sarah Bernard. Elle ne savait pas comment s'exprimer sur une scène. Séverine, en 1914, dans un article que je ne peux pas vous citer ici, s'adresse publiquement à Sarah en disant à Sarah, pourquoi est-ce que tu es contre les suffragettes? Moi aussi, je l'ai été. Mais en fait, il faut bien reconnaître que les suffragettes ont raison et que les parlementaires et la République ne considéreront les femmes que lorsqu'elles ont droit d'aller voter. Mais Séverine elle-même a mis un moment à se convaincre que le combat des suffragettes outre-Manche était un combat légitime, intéressant, important. Donc, le féminisme de Sarah Bernard, oui, on peut penser que c'est un peu anachronique de présenter les choses comme ça, bluntly, enfin, sans précaution, mais il me semble quand même qu'avec quelques instruments qui permettent d'éclairer l'histoire du féminisme et l'histoire des femmes et leur émancipation, on peut quand même affirmer que Sarah Bernard était féministe et mieux que M. Jourdain, c'est-à-dire en le sachant. Justement, je réagis là-dessus, et déjà merci beaucoup. Sur cet aspect du féminisme, Sarah Bernard admirait beaucoup les femmes américaines, elle a écrit dessus, et donc en fait c'est un peu ce modèle de la femme américaine, et elle a dans une interview, je me rappelle, elle oppose les femmes américaines à certaines formes d'action des féministes européennes. Donc effectivement, la question est un peu compliquée. Et en tout cas, on peut être féministe sans pour autant revendiquer le mot. Et ce que tu viens de dire me semble tout à fait juste. Moi, j'avais une question sur ces deux pièces quand même très intéressantes et qui sont quand même un peu à part dans son répertoire. Lorsqu'elle part en tournée, est-ce qu'elle les a jouées ou est-ce qu'elle a cherché Absolument pas. Jamais, jamais, jamais. C'est intéressant à noter. Moi aussi, j'ai une question. Je voulais savoir si, parfois, enfin, est-ce que les auteurs pensent à elle dans la conception de ces pièces, et est-ce qu'elle intervient dans le processus d'écriture ou... Je pense que d'autres collègues ici présents pourraient répondre mieux que moi, notamment Guy Ducret, qui a fait une excellente conférence il y a quelques semaines de cela sur les relations de Sarah Bernard avec Rostand et Sardou. Mais dans l'exemple qui nous intéresse, oui, Sarah Bernard recevant par exemple la pièce de Mirbeau, lui a demandé de réécrire un certain nombre de passages. Il en a voulu terriblement après, en disant qu'elle avait tiré la couverture à elle, qu'elle lui avait demandé de redonner substance au personnage de Madeleine et qu'elle avait ainsi affaibli la pièce. Alors Mirbeau est d'une mauvaise foi totale à ce sujet. Et puis sur la pièce d'Hervieux, sa collaboration est absolument décisive comme metteuse en scène. Encore une fois, on n'emploie pas le mot, on parle de régie, on parle le terme m'échappe, on parle pas de mise en scène, mais enfin, c'est qu'on parle de réglage du travail de la scène, mais c'est clairement Sarah Bernard qui a signé la mise en scène, qui est responsable de la mise en scène dans les deux cas. Et si le spectacle accomplit, réalise l'œuvre, alors oui, Sarah et ses auteurs sont co-auteurs, et elle est co-autrice des Mauvais Bergers, et plus encore de Théroigne de Méricourt. J'en suis absolument convaincue. Est-ce qu'il y a une autre question ?
Alors, s'il n'y a plus de questions, merci beaucoup. Merci de votre présence et de votre patience.